Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Dans ce Courir mieux rencontre, j'ai le plaisir de vous présenter mon échange avec celui que je considère être l'ultra-trailer le plus performant de 2023, Aurélien Dunant-Palaz. Avec une victoire sur la Hard Rock 100 puis une victoire à la Diagonale des Fous, Aurélien a réussi haut la main ses deux objectifs de l'année avec le calme et la maîtrise qu'on lui connaît, saupoudré d'un soupçon de panache puisque ces deux victoires ont été remportées en étant leader du départ à l'arrivée. Dans cette interview, Aurélien nous dévoile son approche de l'entraînement de manière générale entre ski de randonnée, cyclisme et trail. Il revient également sur sa préparation à ces deux objectifs et sur ses courses. Durant cette discussion, nous parlons aussi GR20, Patrick Sébastien et Compote. Allez, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui avec Aurélien Dunant-Palaz, Force Tranquille. Bonjour Aurélien, merci de me recevoir chez toi. On est ici dans le village de Saint-Jorioz, c'est ça ? Dans un petit village qui est situé au-dessus du lac d'Annecy, là où tu vis, sous la neige puisque la météo est pas au beau fixe. Et j'ai le plaisir, tu me reçois et je te remercie beaucoup pour ça. J'ai le plaisir de venir discuter ici avec toi de comment tu t'entraînes de manière générale, comment tu approches l'entraînement et plus particulièrement, on va parler de comment tu as approché ces deux énormes courses que tu as réussi à dompter cette année, la Hard Rock 100 et la Diagonale des Fous 2023. Avant qu'on commence tout ça, déjà, est-ce que ça va ? Ouais, ça va bien. Tu te remets de ta course de ski alpi d'hier ? Ouais, c'est ça. J'ai fait une bonne sortie ski ce matin, donc je viens de manger, ça va. J'ai profité de la neige fraîche. Et le canapé est bienvenu pour se détendre cet après-midi. Ok. La première question que j'aimerais te poser, avant qu'on attaque la partie vraiment orientée sur le trail, c'est qui est Aurélien Dunant-Palaz ? Est-ce que tu peux te présenter en mettant un peu de côté pour l'instant ce qui renvoie au trail et au sport ? Pas facile. J'ai 31 ans, je suis papa d'un jeune petit garçon qui a 1 an et demi maintenant. On habite sur le bord du lac d'Annecy, comme tu l'as dit, avec ma compagne, qui est kiné. Je suis kiné aussi de formation depuis 9 ans, je crois. Ouais, bientôt 10 ans. Je travaille plus beaucoup comme kiné, mais voilà, c'était mes études avant. Je viens du foot et du ski alpin en termes de sport, avant de basculer sur celui qu'on connaît maintenant. Puis quoi dire, je suis un pur souche Savoie, Haute-Savoie. Maintenant, je viens en Haute-Savoie, mais je viens vraiment de Savoie. J'ai toute ma famille ici. J'ai grandi dans la région. Donc voilà. Ok, ça fait déjà un beau parcours. C'est ça que j'ai entendu dans un podcast récent. À la base, toi, tu as fait 13 ans de foot, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Comme tout enfant, je crois, comme beaucoup de petits garçons, j'ai commencé le foot très jeune, vers 4-5 ans de mémoire. Et j'ai arrêté quand j'étais au lycée, juste avant le bac, il me semble, ouais. Et en parallèle, je faisais du ski alpin aussi depuis que je suis rentré au collège. Et jusqu'au moment où j'étais à la fac, je faisais encore du ski alpin. Et après, quand je suis rentré en école de kiné, j'ai arrêté le ski alpin. Je me suis vraiment consacré aux études de kiné. Et là, j'ai basculé sur le trail à ce moment-là. Tu l'as dit en filigrane, mais juste pour repréciser, ton métier aujourd'hui, du coup, c'est en partie un petit peu kinésithérapeute. Ça représente combien de volume, on va dire, de temps dans ta semaine Alors, c'est vrai que les dernières années, j'ai vraiment modifié. J'ai cette chance d'avoir un boulot où je travaille en libéral, c'est-à-dire que je choisis mes horaires. J'ai la chance aussi d'avoir un travail où on a beaucoup de demandes. C'est-à-dire que demain, si j'ai envie d'augmenter mon temps de travail, je peux le faire assez facilement. Et aujourd'hui, j'en profite avec le sport, je pense que je suis dans les plus belles années, donc je garde le plus grand temps possible pour tout ça, pour l'entraînement, la récupération. Et aujourd'hui, je travaille sur 2 jours en tant que kiné, 2 petits jours. J'ai une vraie journée où je fais pas de sport, c'est ma journée de repos sportif qui est le mardi. Et puis le jeudi, je travaille aussi, mais je finis plutôt sur les coups de 5 heures, qui me permet quand même d'aller courir en fin de journée. J'avais cru voir à un moment que tu entraînais également quelques sportifs. Tu continues ou tu as arrêté ça ? Ouais, non, j'en fais pas trop la promotion entre guillemets parce que c'est une petite activité, c'est plus pour le côté partage. J'aime bien ça. J'ai des notions liées au fait que j'ai fait STAPS. Je me suis renseigné. Après, puis surtout les gens viennent surtout pour, je pense, mon expérience. Du coup, puis j'aime bien partager avec les coureurs. Mais voilà, j'ai une 10-12 coureurs avec les skieurs l'hiver, mais voilà, je n'ai pas envie de monter plus. Ça me prendrait trop de temps et j'ai pas envie que ça empiète sur mon temps familial et sur ma pratique à moi. Donc voilà. Ouais, mais oui, j'ai cette petite casquette-là, celle de kiné, et puis surtout celle de coureur. Est-ce que tu as une autre passion dans la vie que le trail et le ski alpi ? Ouais, passion, c'est de faire à manger, de bien manger. J'aime bien manger et j'aime bien cuisiner, en fait.
Donc, je passe beaucoup de temps à préparer des repas assez simples, hein, mais j'aime bien faire moi. Avec ma compagne, on n'achète jamais de choses faites et on aime bien cuisiner. Et c'est souvent moi qui fais parce que j'ai un peu plus de temps puis j'aime ça. Si vous regardez les stories d'Aurélien du Nampalès, moi je peux dire qu'il y en a quelques-unes que tu mets des fois qui donnent sacrément faim, des assiettes de retour d'entraînement et ça a l'air vraiment cool. Donc j'avais repéré ce petit côté cuistot, on va dire, chez toi. Il y a 3 questions que je pose à tous les invités qui nous permettent de cerner plus un peu plus qui est derrière l'athlète. Je te propose d'y répondre de manière spontanée. Peut-être que ta réponse changerait d'ici 1 an, mais là de suite, ce qui te vient en tête, quel est ton film préféré aujourd'hui? J'ai pas une grande culture en plus de films, j'aurais un peu de tout et de rien. Mais je vais dire les différents films de Bruce Willis, de Die Hard, je sais pas, ça te parle? Les Die Hard, ouais. Ouais, Die Hard, c'est ça. Et je sais pas, j'aime bien ce style de film-là, un peu action et ouais, j'aime bien ça. Et détente, après une sortie sportive, tu mets ça et tu te détends. Ouais, c'est pas spécialement après le sport, je suis pas trop télé, c'est plutôt le soir et c'est de moins en moins vrai maintenant avec un enfant en plus. Mais ces films d'action-là, j'aime bien ça. Ouais. Quel est ton livre préféré? Un livre qui t'a marqué? Alors, je lis pas souvent beaucoup, mais par contre, là, j'ai un livre que j'ai vraiment aimé quand j'étais jeune, en études, je sais plus si c'était au lycée, collège. Ça s'appelait encore Les 10 petits nègres. Je crois qu'ils ont changé le titre lié au terme, mais ouais, c'est vraiment ce livre, pardon, qui était très prenant. Je lisais ça avec vraiment l'envie de connaître la fin du livre. Et je crois que c'est la seule fois que ça m'est arrivé. Je n'aime pas trop lire en général. Des livres que je n'étais pas très français à l'école, lire des livres, c'était pas trop mon dada, mais celui-ci, j'ai vraiment accroché. Si je dis pas de bêtises, aujourd'hui, c'est un livre d'Agatha Christie, ouais, c'est un thriller, et si je dis pas de bêtises, il s'appelle maintenant N'en reste à qu'un, parce qu'il y a une petite comptine à la fin, N'en reste à que 9, N'en reste à que 8, et je crois qu'il s'appelle N'en reste à qu'un pour les personnes qui voulaient regarder. Et la dernière, est-ce que tu as une musique ou un artiste préféré? Alors, la seule fois que j'écoute de musique, c'est quand je vais faire du ski d'endo avec la radio, et puis sur mon trainer, j'écoute beaucoup Jean-Jacques Goldman. Donc je vais dire Jean-Jacques Goldman, mais voilà, pareil, je suis pas un grand connaisseur de musique, je suis pas trop à la mode et tout, mais j'aime bien Jean-Jacques Goldman. Ouais. Jean-Jacques Goldman, ça marche très bien comme réponse. Je te propose qu'on passe sur la partie pour laquelle on se retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire la partie qui est plus liée au trail. J'ai commencé à essayer de faire un état des lieux de ton palmarès et de qui est Aurélien du Nampalès, donc j'ai fait mes devoirs avant de venir. J'espère que je vais pas dire trop de bêtises dans cette partie. Si jamais il y en a, tu seras libre de me corriger. Aujourd'hui, tu as 3 partenaires majeurs, Compressport, Scarpa et Athlète au niveau nutrition. Tu es entraîné un petit peu moins, mais tu es encore suivi par Jean-Louis Ball, qui t'a beaucoup suivi. Alors, en fait, il m'a entraîné vraiment de 2013 à 2020, jusqu'au moment du Covid. Là, vraiment, c'est lui qui m'entraînait. J'avais à chaque fois le plan, semaine, on s'appelait toutes les semaines. Et en fait, depuis la sortie du Covid, ça s'est fait un peu naturellement. Je savais que lui c'est un moment qu'il me disait qu'il voulait arrêter l'entraînement. Il n'entraînait plus beaucoup de coureurs et skieurs surtout. Et en fait, on a fait un peu cette transition naturellement où je me suis autogéré et aujourd'hui, je me gère à 100% tout seul. Mais par contre, c'est vraiment un proche, Jean-Louis, et on s'appelle très régulièrement. On discute beaucoup entraînement, on discute même des séances que je fais. Voilà, ça me donne toujours des idées. Puis je l'écoute toujours, mais aujourd'hui, je me gère tout seul dans ma planification. Ça fait déjà 1 heure. Non, c'est pas une erreur. Je pense que pas beaucoup de monde le sait, ça, en plus. Ça. Donc, tu t'entraînes aujourd'hui seul. En termes de palmarès, tu as commencé à courir quand tu es arrivé à Grenoble pour tes études de kiné autour de 2011. J'ai noté une première course, premier dossard en 2012. Assez rapidement, tu as eu beaucoup de podiums. Une chose que j'ai notée dans ton parcours sportif, c'est seulement 2 DNF, seulement 2 abandons sur des courses. Une TDS, si je dis pas de bêtises, et la deuxième, je l'ai oubliée. Le Trail de Faverges, et je crois qu'il me semble qu'il y en a un troisième. Ah, il y en a 4, ouais, il y en a même 4 parce qu'il y a l'UTMB déjà. Non, il y avait le Trail de Faverges en 2013, deuxième année que je courais. Et ensuite, il y a eu le Matterhorn Ultrax où j'avais une fracture de fatigue du pied. Donc, il y en a 4. Ouais. Ce qui est quand même, en fait, en soi, par rapport au nombre de courses que tu participes, je trouve relativement peu. On retrouve souvent un peu plus d'abandon chez les athlètes, mais moi, j'avais noté ça, peu d'abandon. Et dans les grandes lignes, je vais certainement en oublier, mais tu as été premier à la Transgrande Canaria 2021, deuxième à l'UTMB 2021, troisième à l'Ultra Pyrénéo 2021, deuxième à la Maxi Race 2022-2023, premier au X-Trail Courchevel 2022, premier Hard Rock 100 2023, premier Wistrubble 70 2023, premier Diag 2023. Ça fait déjà un sacré palmarès. Et tu as été détenteur pendant 2 ans du record du monde de dénivelé positif entre 2000 et négatif, entre 2020 et 2022, qui était de 17 217 mètres
soit à la louche 2 Everest, en partant de zéro. Est-ce que j'ai oublié une grande ligne, un truc très important dans ton parcours, dans ton palmarès? Non, si, peut-être si, le titre de champion de France Espoir. En 2018, c'est ça? Titre de champion de France senior, c'est 2018. Et en fait, en 2013, oui, c'est ça. Et en 2013, j'avais le titre de champion de France Espoir. C'était la première année où il y avait les championnats de France sur une course. C'était à Agapa à ce moment-là. C'est un super beau palmarès en tant que sportif. Donc déjà, moi, je voulais te dire félicitations pour ce beau palmarès. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et moi, je vois une rigueur dans l'entraînement, une approche sérieuse. Et c'est la raison pour laquelle je voulais venir échanger ici avec toi. Une question que je voudrais te poser pour commencer à comprendre tout ça, c'est comment est-ce que tu es arrivé au trail, toi? Qu'est-ce qui t'a fait mettre des baskets et partir courir en montagne? Eh ben, c'était quand j'étais à Grenoble, en fait, en STAPS. J'avais fait une année pour me sélectionner pour entrer en école de kiné. Et en fait, la fin de l'année scolaire se terminait, je crois, fin mai. Donc, je me retrouvais à 3 mois de vacances, juin, juillet, août. Alors, j'ai travaillé pendant cet été, mais je me suis dit, je vais me mettre à aller marcher en montagne. Et naturellement, en fait, tous les week-ends, j'enchaînais. Puis, je fais du vélo aussi. Donc, j'alternais le samedi et le dimanche des sorties longues, voire très longues, entre 4 et 6 heures. J'allais marcher, puis au début, je marchais, puis après, je courais un peu sur les crêtes. Et naturellement, j'allais vite sur des longues distances, ça m'a tout de suite plu. Et j'ai fait ça tout l'été, septembre, octobre même. Et puis mes proches m'ont dit, oh, tu dois te mettre au trail. Et puis j'ai dit non, pas cette année, l'année prochaine. Et puis début 2012, voilà, c'était parti. Et si je dis pas de bêtises, t'es très vite allé sur des distances plutôt longues. Toi, tu t'es plutôt amusé sur les distances format XL, on va dire. Ouais, c'est 2012, donc ma première année. Je me rappelle, au mois de janvier, j'ai envoyé 5 ou 6 lettres pour m'inscrire à différents trails. Et le premier, c'était le Nivolet-Revard, donc c'était à 51 km. Il y avait le Grand Raid 73 3 semaines après, donc c'est 73 km. J'ai mis 10h30, je crois, d'effort. Ensuite, il y a eu le trail de Faverges, c'était un maratrail, ça. Et ensuite, mon premier 100 km, le trail du Beaufortin, le premier été, ouais. Et après, trail d'Albertville, trail des Aiguilles Rouges, première année. Ouais, c'était tout de suite des distances longues, voire très longues. J'avais 19 ans, hein, mais ça fonctionnait bien. J'étais à chaque fois quasiment sur le podium, donc forcément, puis ça me plaisait en plus. Je voyais que j'étais plutôt fait pour ça, donc j'ai poursuivi sur cette distance. Il y a souvent dans des clubs sportifs ou dans des approches de certains entraîneurs, peut-être des fois un peu plus âgés, on va dire, une croyance ou une tradition. Quand tu es jeune, tu fais du court, plus tu vieillis, plus tu feras du long. Et j'ai l'impression que dans le trail, c'est un peu en train de changer ça, avec des personnes qui sont jeunes et qui performent sur du long, parce que c'est pas la distance le problème, c'est peut-être juste la façon de l'approcher. Je sais pas si toi tu partages cette opinion. Oui, clairement. Et je pense que ça, c'est lié au fait que les gens qui passent par l'athlétisme, par les clubs d'athlétisme, on pense beaucoup comme ça dans les clubs. Et moi, je suis pas du tout passé par ici. Je suis allé directement sur un sport outdoor. Et puis Jean-Louis, qui m'a accompagné à ce moment-là, lui, jamais m'a freiné. Puis il a vu tout de suite que j'étais fait pour ça. En 2013, je faisais ACCC, ça fonctionnait bien, je faisais 7e. Donc forcément, on a continué là-dedans. Et jamais il m'a dit non, tu vas faire du court. Et puis, je voyais bien que quand je faisais des efforts plus courts, c'est pas le truc où j'étais le plus efficace. Donc, je pense qu'il faut faire ce qui nous plaît, mais il faut pas forcément faut pas vouloir faire comme tout le monde non plus. Je vois beaucoup maintenant, là, depuis quelques années, les jeunes, niveau média, on met beaucoup l'accent sur les longues distances et ça donne forcément envie, hein. Mais tout le monde n'est pas fait forcément pareil et certains vont vite avoir des blessures et c'est comme des signes qui font dire, je pense qu'il faut y aller quand même progressivement. C'est pas ce que j'ai fait, c'est clair. J'ai jamais eu de gros soucis liés à ça. J'ai jamais eu de tendinite, de blessures de ce type-là. Donc voilà, faire ce qui nous plaît, mais en même temps faire attention quand même comment réagit notre corps à tout ça. Dans plusieurs podcasts que j'ai écoutés de toi, il y en a des super qu'on peut trouver où tu parles de plein de choses. Tu reviens souvent avec ce terme. C'est pas ce qui me correspond ou c'est pas la course qui colle à mes capacités ou là où je suis le meilleur. Est-ce que là, toi, aujourd'hui, tu arriverais à nous dire qu'est-ce que tu considères être le format de trail qui te correspond, là où tu te sens le plus à l'aise? Clairement, là, cette année, c'était la confirmation. C'est le format 100 miles. Hein, j'en ai fait 3. J'ai fait 2 à l'UTMB et j'ai remporté la hard rock et la diagonale. Je peux difficilement dire que ça ne me va pas. Et j'ai vraiment vu la différence entre un 100 km pour en avoir fait plusieurs et le format 100 miles. Pour moi, c'est vraiment presque un autre sport. C'est vraiment une autre intensité. Il y a une gestion de
plein de paramètres comme l'alimentation, la gestion de l'allure en début de course. Et j'ai vraiment pas du tout la même approche maintenant, la même confiance sur ce format-là. Alors pourtant, j'en ai fait que 3, hein, mais j'ai vraiment vu la différence. Ouais, et je pense que ça me correspond vraiment. Et tu dirais plus les 100 miles cassants, gourmands en dénivelé que les 100 miles roulants, c'est ça? Ouais, comme je disais, j'en ai fait que 3. Hein. J'ai fait l'UTMB, qui sur le papier me correspond beaucoup moins. C'est ce que je pensais avant mon premier UTMB. Je me disais, je sais pas si c'est vraiment fait pour moi. Finalement, j'ai fait 2e sur une édition qui était assez lente, entre guillemets. Les chronos, François a gagné en 20h45. Et moi, j'ai mis moins de 21 heures. Donc, pour un premier, c'était quand même c'était déjà très bien, sachant que j'ai eu quelques soucis musculaires dès le début de course. Donc, oui, cassant, c'est sûr. Je préfère quand il y a du dénivelé, quand il y a de la marche, clairement. Une Western States, je suis clairement sûr que c'est pas fait pour moi parce que ça se court à, je sais pas combien il dit, mais il court presque 14 à l'heure, je crois. Mais même sans parler du premier, ce serait sûrement beaucoup plus difficile de performer pour moi sur cette course-là. Mais une diagonale, une hard rock, c'est format clairement ça qui me correspond. Et peut-être même moins plaisant si t'aimes bien marcher et évoluer sur ce type de terrain, ça va pas être rigolo comme prépa. Non, c'est exactement, c'est la préparation, ça m'amuserait pas spécialement de courir beaucoup, enfin que courir. Après, j'aimerais bien la faire, je pense, une année quand même pour le mythe, aller là-bas quand même, s'entraîner sur place, mais je pense pas que ce soit. En plus, sur la chaleur, il y a plein de paramètres qui font que c'est pas forcément la course qui m'attire le plus, quoi. Est-ce que toi, tu arrives dans ta carrière de sportif à identifier un moment qui a été un virage sportif pour toi, où les choses ont vraiment changé et pris une autre dimension, ou t'as pas vécu de moments comme ça? Je dirais que j'ai eu plusieurs paliers, et malheureusement, c'est les blessures qui ont fait un peu ces paliers, parce que 2015-2016, j'ai été blessé. En fait, on a mis presque 2 ans, 1 an et demi, je crois, à trouver ce que j'avais. Et en fait, j'ai été opéré des 2 hanches depuis. Et fin 2016, c'était ma première opération de la hanche droite. Donc, c'est pas une prothèse, hein, c'était plus sympa quand même. Mais voilà, et 2017, je suis arrivé avec une espèce de fraîcheur, je pense. Et j'ai fait ma meilleure année à ce moment-là, en 2017, où je faisais second de la série de ski running en format long derrière Luis Alberto Hernando. J'ai fait vraiment des très bons résultats et vraiment un cap au-dessus d'avant. Et ensuite, il y a eu forcément cette année 2021 avec mon premier 100 miles. Après le Covid, pendant le Covid, je pense, je me suis vraiment beaucoup entraîné. Enfin, cette année-là, 2020, il n'y a pas beaucoup de courses. J'ai fait des projets en montagne avec les 14 sommets des Bauges, le record dénivelé positif, justement, dont tu parlais. Et puis 2021, c'était un peu la consécration un petit peu de tout cet entraînement avec la victoire aux Canaries et puis l'UTMB, la seconde place et 3e place à l'Ultra-Pyrénées. C'était vraiment ma grosse première année. Et puis après, le dernier coup de mou, c'était le 2022 avec la blessure là, qui m'a empêché de faire l'UTMB et la diagonale. Et puis finalement, là, j'ai rebondi de nouveau suite à ça en 2023. Moi, je t'avoue que j'avais l'impression que c'était 2021, un virage pour toi sportif, cette 2e place à l'UTMB, pas forcément en termes de progrès, mais en termes de notoriété. J'ai un peu l'impression que c'est le moment où les gens ils se sont dit c'est lui Aurélien Dunant-Palaz. Ouais, c'est clairement, c'est vrai que l'UTMB, forcément, c'est une grosse visibilité, on va pas se mentir, hein. Donc 2e derrière François Daen, donc forcément j'étais pas très loin, j'étais à 12 minutes je crois, donc ça avait marqué un petit peu les esprits. Et oui, en effet, d'un point de vue notoriété, après moi je parlais d'un point de vue plutôt sportif, mais ouais, clairement ça a été un peu un changement à ce moment-là aussi. Oui. Moi, je me souviens de ton arrivée, je te connaissais pas encore bien, j'avais peut-être vu ton nom quelque part et ton arrivée elle était hyper émouvante, j'avais trouvé, on voit que tu t'étais battu pour cette arrivée-là et je l'avais trouvée vraiment très belle. C'était une des plus belles arrivées, en tout cas, que j'ai vues dans les arrivées de course. Est-ce que tu pourrais nous dire, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour toi, la compétition? Est-ce que c'est la finalité, ce pourquoi tu t'entraînes? Est-ce que tu t'entraînes et c'est juste un moyen de venir confirmer les choses à un moment? C'est quoi ton approche de la compétition? Ouais, c'est la finalité d'une préparation. Moi, j'aime vraiment bien m'entraîner. J'aime passer des heures dehors. Toi, ce matin, je fais plus de 4 heures de ski. J'aime ça, en fait. Même si je suis un peu fatigué d'hier, je pourrais faire juste 1h30 pour dire je fais une récup, mais vu que j'ai le temps, il y a de la belle neige, et j'aime sortir longtemps. Et je sais que ça va me servir en plus pour mes ultras cet été. Donc, j'aime vraiment passer du temps dehors, m'entraîner entre 15 et 20 heures grand maximum par semaine. Ça fait les semaines
je charge plus, mais j'aime passer du temps dehors. Mais j'ai ce côté très compétition où j'aime me rentrer dedans quand même. Dans la semaine, je vais me faire mes 2-3 séances de fractionner, des séances spécifiques parce qu'il y a la finalité derrière qui est la compétition. J'aime voir que je progresse sur des chronos. Cet hiver, là, j'ai déjà mis 3 dossards en ski de rando, dont 2 sur des courses où j'ai des références de chrono, donc je peux me comparer aux autres années et j'aime vraiment ça, pousser le curseur le plus loin possible, voir comment progresser avec l'alimentation, avec l'entraînement, avec un peu tout, quoi. Les dernières questions que j'aimerais te poser dans cette partie portrait du trailer que tu es, avant de passer sur la phase d'entraînement, ça va être des réponses un peu comme celles que je t'ai posées sur le film et les livres, mais cette fois orientées sur le matériel de trail. Pareil, tu peux répondre spontanément ce qui te vient en tête, et puis au pire, ta réponse, elle change d'ici quelques mois, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est ta paire de chaussures préférée aujourd'hui? Ce sont les Spin Planet de Scarpa, je les utilise depuis qu'elles sont sorties. J'ai gagné l'Hard Rock à Diagonale avec, et vraiment... Ouais, les bleus. Alors, à La Réunion, j'avais le modèle jaune, mais c'est exactement le même, c'est une question de couleur, mais ouais, c'est le modèle bleu le plus connu. Ouais. Je vois très bien lesquelles c'est, et c'est vrai qu'on te voit tout le temps avec, donc elle donne presque envie de... Enfin, quand on te voit comme ça souvent avec, on a envie de les essayer au bout d'un moment. Quel est ton aliment en course préféré? De la purée aux compotes. Beaucoup de mon partenaire nutrition, notamment, et ils ont 2 compotes, une à l'abricot et une fraise, enfin fraise pomme et abricot pomme. Et voilà, je tourne beaucoup aux purées qui sont quand même assez digestes, plus que des barres qui sont dures à croquer. Et donc, voilà, à La Réunion, je crois que j'ai tourné, je sais plus combien, j'ai compté 12-14 compotes, je crois, de la course. Et avec la chaleur, ça passait très très bien. Quel est ton aliment en récup préféré? Après une course, est-ce que tu rêves de t'envoyer? Une pizza, c'est classique, mais une bonne pizza. Ouais, très bien. Quel est ton parcours préféré en trail? Clairement, c'est chez moi où j'ai commencé à découvrir le trail sur la Dent de Con. C'est la montagne qui est juste au-dessus de mon village natal sur Marteau. Et voilà, on voit le lac d'Annecy à côté, on voit le Mont Blanc, on voit jusqu'à Grenoble. C'est vraiment le top. Du coup, j'allais te demander ton sommet préféré. Ça va être la Dent de Con également? Ouais, Dent de Con, ouais, c'est très bien. Et quel est ton meilleur souvenir en trail? Si tu dois en retenir un seul dans ta carrière. À l'heure d'aujourd'hui, je vais dire on arrivait à La Réunion parce que c'était une des 2 grosses victoires que j'ai. Et puis le contexte, cette course m'attirait depuis très longtemps. C'est refusé à moi pendant longtemps. Et même si j'avais pas ma compagne et mon fils présents, j'y ai pensé. Et c'était quand même une belle victoire, partagée un peu avec les Réunionnais, c'était vraiment chouette. C'était en tout cas, pour l'avoir regardé en live, c'était une très belle arrivée. Aurélien, je te remercie pour ces premières parties. Je te propose qu'on passe maintenant à la partie sur comment est-ce que Aurélien du Nampalas s'entraîne. Le but de cette partie, on va essayer de répondre à comment est-ce que tu t'entraînes. Je vais peut-être pas te poser la question comme ça, parce que ça va être un peu compliqué de répondre là de suite. Je te propose d'aborder différents aspects de l'entraînement et petit à petit, on va essayer de voir comment toi, est-ce que tu approches de manière générale la préparation aux compétitions. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que toi t'approches, comment tu planifies ton volume d'entraînement? Est-ce que tu comptes les kilomètres, le dénivelé, le volume horaire par semaine? Alors, je ne regarde jamais les kilomètres à pied où je le regarde, mais après, même des fois des semaines après ou en fin de semaine, juste comme ça, mais je me dis pas, il faut que je fasse tant de kilomètres parce que ça représente pas grand-chose avec le dénivelé, en effet, le mélange des deux, voilà. Je calcule vraiment toujours avec les heures d'entraînement. Et vu que je croise beaucoup, l'hiver, c'est quasiment exclusivement du ski de randonnée. Hein. Et l'été, c'est beaucoup de vélo et puis de course à pied, bien sûr. Là, j'ai fait le bilan en fin de saison entre mes différents sports. Et c'est ce qui me semblait d'ailleurs, que j'étais à environ 50% de course à pied sur l'année. Ça s'est confirmé. J'ai terminé l'année à un peu moins de 55% de course à pied. Et tout le reste se fait sur le vélo ou sur le ski. Tu me fais la transition pour une autre question que je voulais te poser, c'était l'entraînement croisé. J'ai vu ce post que tu as fait sur Instagram là, il y a très peu de temps, où en fait tu as 50% de ton temps quasiment à ski ou à vélo, donc en sport plutôt porté. Toi, c'est un choix? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes? Est-ce que tu le fais parce que par exemple tu as eu des blessures et tu penses que ça les prévient? Ou est-ce que c'est juste parce que tu aimes bien les autres sports? Plusieurs réponses. J'ai eu des blessures, oui. J'ai eu des blessures quand je faisais la même chose. Donc c'était pas la cause de mes blessures. Il faut pas que je fasse plus de sport porté pour moins avoir de blessures. Je pense que la raison était autre, à mon avis. Non, pourquoi je fais ça? Parce que, premièrement, j'aime ça. Tout simplement, l'hiver, je viens du ski alpin, comme je le disais. Et faire du ski de randonnée quand j'habite en Savoie, c'est quand même très naturel pour moi, plutôt que de courir sur un stade d'athlétisme ou faire du cross. Donc, j'aime vraiment en plus ça.
Et la deuxième raison, c'est que je suis persuadé que ça me sert énormément pour l'entraînement. Je fais beaucoup de travail de force, d'endurance de force sur vélo, sur home trainer, et le ski de rando dans les pentes raides, voilà. On est en altitude, on utilise les bras, il y a vraiment tout plein de paramètres qui font qu'on développe des qualités qui sont très intéressantes pour le trail derrière. Ouais. Alors, je ne me souviens plus du tout l'équipe de recherche qui avait fait ça, mais c'était justement sur la Diagonale des Fous. Ils avaient montré, c'était une étude publiée qui avait montré que les meilleurs finishers, ils avaient pris des finishers qui avaient participé, ils avaient séparé en deux, ceux au-dessus de la moyenne, ceux en dessous de la moyenne de l'échantillon. Ils avaient montré que ceux au-dessus de la moyenne, ils avaient plus de temps passé en entraînement croisé que les personnes en dessous. Et donc ça rejoint exactement ce que tu viens de dire sur l'importance. Et moi, je pense que, en tout cas, c'est mon approche dans ma partie avec ma casquette entraîneur. Je pense que c'est vraiment un bon moyen de passer de longues heures d'entraînement à basse intensité, qui sont des fois ce qu'on rate, par exemple en trail, parce qu'on veut monter un peu fort à un endroit ou quoi. Et que ça permet vraiment d'accumuler du temps de travail à basse intensité. Ça rejoint aussi ce que tu viens de nous raconter, je pense. Ouais, c'est ça. L'hiver, c'est un gros travail de volume en ski, mais il n'y a pas que le côté volume basse intensité. Je fais quand même beaucoup de travail même de fractionner. Enfin, l'hiver, je fais vraiment tout en ski, des montées à fond, de travail de seuil. Quand on fait des courses de 20-30 minutes à fond, des courses comme hier, une course individuelle, c'était 1h30, donc 1h30 avec des descentes. Donc, toutes les montées, on est quasiment à fond. C'est un travail de qualité aussi, on fait des fractionnés. Et l'été, c'est pareil en vélo, je fais des fractionnés ou des montées de col à fond. Voilà, pas que du travail de foncier non plus. C'est une question qui me vient là à l'esprit. Comment est-ce que tu vas gérer du coup ta transition ? La course à pied, tu l'as réintroduit une séance par semaine, puis 2, puis 3 ou... Alors, ça dépend vraiment les saisons, ça dépend l'objectif où qu'il est placé le premier de la saison. L'an passé, mon premier trail, c'était j'ai couru Nivelles-Revers. Je revenais de blessure, donc pendant l'hiver, je courais vraiment très très peu. Et là, cet hiver, je cours un petit peu plus. Je cours là, jusqu'à présent, je courais même 2, voire même 3 fois. Alors, c'est des petites sorties. Je vais à... Je dis ça, semaine passée, j'ai couru 2 heures quand même, mais... Et entre 1h et 1h30 cette semaine, probablement, je vais courir qu'une fois 1h15. J'ai pas peur de vraiment presque pas courir l'hiver. Toujours un petit footing, souvent. Et après, j'augmente, comme tu disais, à partir de février-mars, progressivement. Déjà, je passe 2-3 séances dans la semaine. Et puis après, je vais augmenter le volume progressivement. Je vais laisser un peu plus le ski et basculer progressivement à pied. Mais il faut le faire progressivement, en effet, pour prévenir tout ce qui est pathologie tendineuse, osseuse et tout ça. Ouais. Ouais, et on a une particularité aussi, nous, en trail, comparativement à la course à pied, c'est qu'on va rajouter de la charge excentrique rapidement. Quand tu fais du trail, tu vas taper des descentes. Et ça, je pense qu'il faut aussi y aller progressivement. Sinon, en fait, j'ai l'impression que musculairement, tu n'arrives jamais à dépasser le seuil où tu le tolères, ce dénivelé excentrique. Donc, c'est peut-être aussi ça qui est important dans la reprise. Ouais, moi, je sais que quand je termine mon hiver, en général, au moment de la pyramide, donc c'est mi-mars, enfin vers le 20 mars en gros, je commence à être avril-mai, ouais, c'est 2 mois après que je commence à être très bien musculairement. La Maxi Race, c'est la limite fin mai du moment où je commence à être vraiment bien musculairement pour accumuler tout le dénivelé négatif. Ouais. Un autre aspect de l'entraînement qui est important et que tu as mentionné, c'est l'intensité. Le travail qualitatif d'intensité, donc que ce soit du fractionné court ou donc très haute intensité ou du seuil à un peu plus basse intensité. Comment est-ce que toi tu le répartis ? Alors, pas forcément sur une semaine, mais sur une saison. Est-ce que tu as des grandes phases où tu vas travailler certains aspects de l'intensité ou comment tu l'approches de ce travail d'intensité ? Oui, forcément, ça dépend des courses sur lesquelles je m'apprête à courir, mais on a toujours fait avec mon entraîneur très peu de travail au seuil déjà. C'est quelque chose que je développe quasiment jamais l'été, que je travaille quasiment pas. Et le seul moment où je le fais, en fait, c'est l'hiver avec les courses de ski de rando. Vraiment, il y a vraiment beaucoup plus besoin de tenir un seuil 2, notamment très élevé sur ces courses-là. Et l'été, on pense que ça ne sert pas à grand-chose sur les courses sur lesquelles je m'oriente, c'est-à-dire les ultras, de travailler le seuil 2. Je sais que ça me fatigue de faire ça en plus. C'est prenant, ces séances sont assez dures. Donc on le fait quasiment jamais. Et je travaille plutôt les intervalles assez courts, travail de PMA ou de vitesse. Alors par contre, quand je dis vitesse... pareil, je travaille très peu la vitesse à plat.
plusieurs raisons. La première, c'est que C'est chiant. ouais, non, c'était pas le premier. Je l'ai fait des années. Je l'ai fait une année en 2019 parce que je me prépare pour les championnats du monde où j'étais sélectionné. C'était un format court, donc ça me gênait pas du tout d'aller faire des chronos à plage. Voilà, ça changeait d'ailleurs. Mais non, c'est que aujourd'hui, je m'oriente sur des formats de course comme cette année, la Hard Rock, Diagonale des Fous. Franchement, ça n'a rien de courir vite. Même la Diagonale des Fous, on part 5 km à plat, on court à 15 à l'heure. Quand on est athlète de haut niveau, courir à 15 à l'heure sur le plat, on le fait sans trop de difficultés. Et puis quand on voit, il suffit d'observer les premiers sur les ultras aujourd'hui, c'est pas des gens qui vont forcément vite ou qui le travaillent. Donc c'est un travail que je fais quasiment pas. Je fais une fois ou deux dans l'année un petit peu de tempo à plat pour dire d'allonger la foulée, mais c'est pas la majorité de mon travail. Donc je travaille beaucoup le travail en montée de côte, sur la pente douce ou la pente raide, et après beaucoup de travail sur le vélo en endurance de force sur le home trainer ou en vélo l'été, quoi. Donc un travail d'intensité plutôt orienté sur vraiment les zones hautes et pas trop à plat, plutôt dans des côtes où tu vas chercher du coup plutôt que VMA, PMA. Ouais, c'est ça. C'est intéressant, c'est une approche assez polarisée du coup de ce que tu rapportes de l'entraînement avec avec un peu de temps en haut, très haut, beaucoup de temps très bas et pas trop dans la zone intermédiaire, sauf l'hiver où tu vas faire les courses qui t'y poussent. C'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Après, quand je travaille mon foncier, moi je sais que je m'entraîne souvent seul, mais quand je m'entraîne avec des autres coureurs à peu près de mon même niveau, à peu près, j'ai tendance à avoir un rythme de foncier qui est assez élevé, je pense, parce que j'ai un seuil 1 tout simplement qui doit être assez bon. Et du coup, j'ai un rythme à l'entraînement qui est assez rapide, peut-être par rapport à certains, mais alors, souvent, ceux que j'entraîne, notamment, je leur dis qu'il ne faut pas aller trop vite à l'entraînement, et j'en suis persuadé. Mais en même temps, quand on est sur le format ultra, je pense que ce n'est pas inintéressant des fois de travailler un peu cette limite-là. Et finalement, je me retrouve assez souvent sur les sorties longues, sur un rythme que je vais tenir en fait sur un ultra quasiment. Peut-être pas les dernières heures, bien sûr, mais c'est pour ça qu'après, le constat que j'ai fait, en fait, c'est que sur les 300 miles que j'ai fait, j'étais hyper facile au début de course, alors que je ne le suis pas du tout sur des autres formats qui sont beaucoup plus rapides, quoi. Il y a quelque chose que tu viens de dire qui me fait penser à ce que Simon Gosselin a dit dans l'épisode que j'ai réalisé avec lui. Pour les auditeurs qui sont intéressés, l'épisode est en ligne. Ce que tu mettais en avant, c'était ne pas aller trop vite quand tu fais tes entraînements. Simon, il disait ça, et il disait aussi ne pas sortir de ta zone et avoir l'impression que tu peux encore en faire une ou deux. Ça rejoint, j'ai l'impression, un petit peu ce que tu viens de dire, par exemple, si tu fais de l'intensité ou quoi, tu as l'impression que tu peux encore en faire un peu et ne pas être toujours au taquet de chaque séance. Quand je fais des intensités, moi non. Les intensités, je suis quand même... Rupteur. Ouais. Ouais, ouais, vraiment. L'autre spécificité qu'on avait avec Jean-Louis, je pense, c'est qu'on a des séances qui sont pas très dures en général. On a toujours fait des séances qui se digèrent bien, c'est-à-dire on n'a pas un gros volume. Donc, on préférait faire des séances un peu plus courtes, un volume global de séances courtes, et de mettre vraiment l'intensité à fond. Après, encore une fois, là, on parle pour mon format sur lequel je m'oriente. Peut-être qu'ils faisaient différemment avec des coureurs qui coachaient sur du 40 bornes. Et en tout cas, moi, c'est pas le format sur lequel je me suis orienté. Donc, voilà. Une question que j'aimerais te poser, c'est par rapport quand tu vas approcher une course, quand tu vas approcher, tu te retrouves à 8 semaines, 6 semaines, 4 semaines de la course. Est-ce qu'il y a des moments clés dans ta préparation, une espèce de routine, un pattern que tu retrouves dans ta planification qui se répète, ou est-ce que ça change à chaque fois? Non, ça change à chaque fois parce que, par exemple, la Réunion, si je prends l'exemple de cette année, la Réunion arrivait au mois d'octobre, l'Hard Rock au mois de juillet. Forcément, quand je me prépare pour la Réunion, j'avais déjà ce passé de l'Hard Rock qui était déjà fait. C'est au mois d'octobre. Musculairement, j'étais très bien, donc j'ai pas mis plus l'accent que ça sur le travail excentrique. Alors que l'Hard Rock, j'ai vraiment fait des choses vraiment pour ce côté vraiment excentrique, parce que ça arrivait assez tôt quand même. C'était mi-juillet. Donc non, vraiment, j'adapte en fonction du calendrier, mais une fois que j'ai mon calendrier qui est décidé, je sais où je vais placer mes gros moments. Pour moi, aujourd'hui, la priorité dans mon entraînement, c'est ça, c'est de bien calculer où je mets mes gros volumes d'entraînement, où c'est que je vais me reposer, et je définis vraiment mon année comme ça. Et ensuite, voilà, quand je fais les intensités, à quel endroit et tout, ça, c'est
c'est un petit peu, pas du détail, mais c'est plus facile. Mais la priorité, c'est vraiment de caler les gros volumes, les phases de récupération sur une année. Tu t'entraînes combien de fois par semaine en général? 6 fois. Comme je disais, le mardi, je travaille toute la journée, en gros, et c'est mon jour de repos. Ouais. C'est rare les semaines où je m'entraîne 7 fois. Ok, avec un jour du coup de repos vraiment total où Ouais, ton but c'est de récupérer. voilà, c'est 6 jours de sport, un jour vraiment off, et puis ça m'arrive de faire 2 entraînements par jour, mais c'est pas très très régulier. J'aime bien, j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est vraiment un débat qu'il y a entre de différents experts, entraîneurs, etc. L'approche 7 sur 7 ou pas. Et moi, je sais que j'ai un petit penchant pour un jour off, ça fait du bien. Surtout quand, par exemple, tu as du dénivelé négatif et que quand même, en trail, comme je le disais juste avant, on enchaîne souvent des descentes. Donc, on a des dommages musculaires plus importants que si on fait, par exemple, que de la course à pied à plat. Mais tout le monde n'est pas d'accord et du coup, j'aime bien, en tout cas, poser cette question et je comprends ton approche. On a pas mal parlé pour l'instant, donc je voulais te demander hiver versus été, mais je pense qu'on l'a bien abordé tout au long de tes premières réponses. On a beaucoup parlé d'entraînement physique. Est-ce que tu as eu recours, ou tu as recours, toi, à de l'entraînement, on va dire, mental, de la prépa mentale, ou c'est quelque chose dont tu n'as jamais eu besoin ou jamais eu envie? J'ai jamais eu besoin en fait. Je me suis jamais posé cette question et c'est vrai que depuis quelques années, là, on entend beaucoup plus parler. C'est devenu pas à la mode entre guillemets, mais certains en ont besoin. Non, j'ai toujours eu relativement confiance en moi. Quand j'ai eu des blessures, j'ai jamais eu de phase de déprime. Je suis tout de suite revenu derrière, à chaque fois même souvent plus fort. Donc non, c'est jamais des points qu'on a abordés ni avec Jean-Louis ni avec qui d'autre. Donc non, de ce point de vue-là, je suis assez autonome. Ouais. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Quand on te voit sur des courses, par exemple, je prends les images de la Hard Rock ou des images de la Diagonale des Fous 2023, tu es très, on va dire, neutre au niveau émotionnel. Quand tu arrives sur la ravito ou quoi, tu dégages une sensation de contrôle, de calme, de calcul. Est-ce que c'est poker face et tu joues et dans ta tête, ça explose? Ou est-ce que c'est vraiment ça ton état mental? Tu es assez calme, assez calculé et en fait, c'est peut-être pour ça que tu n'as pas besoin, par exemple, d'aide sur les gestions. Sûrement, oui, je suis très calme, ça c'est clair. Je suis rarement stressé avant une course, voire pas du tout. Et à La Réunion, c'était vraiment le summum. D'habitude, on a quand même un petit peu le jour avant, un petit peu ce petit stress. À la drogue, je l'avais. Mais à La Réunion, c'est la première fois que ça m'a fait ça. Dernier repas, je disais, bon, là, tu vas stresser un petit peu. Et en fait, jusqu'à la ligne d'arrivée, je n'ai jamais stressé. C'était un peu particulier, mais enfin, c'était agréable, hein. Mais ouais, non, pendant la course, j'arrive sur les ravitaux. Juste avant le ravito, j'ai essayé de penser ce que je vais faire, dans quel ordre, voilà, plutôt pour pas trop perdre de temps. Ouais, je suis calme et je suis pas très expressif en course. Clairement, c'est naturel comme ça, ouais. Ouais, on voit en tout cas des sportifs on est tous des individus différents et des personnes qui manifestent plus d'émotions ou moins. Et toi, en tout cas, je trouve qu'il y a ce calme qui se dégage, qui apparemment sert ta performance, puisque ça fait 2 fois que ça se passe bien. Enfin, même 3 fois avec l'UTMB, on ne peut pas dire que deuxième, c'est une mauvaise place sur l'UTMB. Et donc, ça me fait penser, comme on parlait mental, là, j'avais envie de te poser cette question. Comment est-ce que toi, t'approches la récupération et le suivi de la forme? Est-ce que tu t'intéresses à certains marqueurs de suivi de la forme, comme la variabilité de la fréquence cardiaque, un questionnaire que tu remplis, ou est-ce que tout ça, tu le mets de côté, c'est très au feeling? Ouais, non, maintenant, j'avoue, là, je suis depuis 1 an, 2 ans, même un peu plus, je dirais depuis la sortie du Covid, en fait, je me fais énormément confiance par rapport à mes sensations. Maintenant, je commence à me connaître. Ça fait 11 ou 12 ans que je fais du trail. Je sais comment bien récupérer derrière mes ultras. Voilà, la meilleure récupération, c'est de rien faire, tout simplement, quand on a couru 160 km. Donc, on a essayé une année en 2018. J'ai fait la TDS et j'avais abandonné. D'ailleurs, c'est j'ai fait 5 abandons. Donc, j'ai abandonné la TDS. Et là, vraiment, c'était planté avec mon entraîneur. Jean-Louis, on avait trop fait, planification, puis moi, j'avais pas su dire stop à ce moment-là, et j'avais senti 10 jours avant que j'étais fatigué, et ça s'est peut-être joué à 5-6 jours après, mais je suis arrivé trop fatigué, et pendant la course, j'étais épuisé, j'ai arrêté. Et du coup, là, on avait mis en place la HRV, parce qu'il s'était formé, Jean-Louis, une formation tout en anglais, il a passé même un diplôme, tout. On a essayé pendant 1 an et demi, 2 ans, je crois. Et en fait, la conclusion, c'était qu'on voyait rien, enfin, ouais, spécial avec la HRV. Même après les gros blocs d'entraînement, après les courses, on ne voyait pas de gros marqueurs qui montraient que j'étais fatigué ou pas, niveau cardio en tout cas. Donc on a mis de côté et aujourd'hui, non, je fais plus vraiment au feeling, je m'écoute, vraiment dormir. C'est des conseils basiques, mais déjà quand je passe du temps à bien dormir, je vois que je récupère bien. Et puis les sensations, quand
quand je reprends l'entraînement, je vois comment elle se passe et cette année, ça a bien marché en tout cas, ce que j'ai pu mettre en place. Ouais, je souris parce que tu dis quand j'ai bien dormi, j'ai récupéré, ça va mieux. Et c'est vrai que des fois, en fait, c'est la priorité. C'est le facteur numéro Mais 1. oui. Enfin, je sais que j'avais des questions là-dessus sur les réseaux Courir Mieux, etc. Des personnes qui disaient comment je récupère. Est-ce que là, je dois faire plutôt une séance de vélo ou plutôt un petit footing léger pour récupérer? Je me disais, si t'es fracassé, mets-toi dans ton canapé, récupère. Fais une sieste, dors un peu plus la nuit si tu peux. Et déjà, tu vas voir ça. Et mange bien. Et tu vas voir, déjà, ça va bien t'aider à récupérer. Ouais, après les ultras, après l'hard rock, c'est ce que j'ai fait moi pendant 2 semaines. Je crois que j'ai pas fait de sport pendant 2 semaines, il me semble. J'étais en vacances où j'ai dû faire un tour de VTT, mais très très cool. Mais après 160 km 2 semaines, c'est le minimum pour moi. Et tout à l'heure, juste avant, là, tu parlais de la HRV. Jean-Louis s'était formé. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est super important que tu mentionnes. En fait, maintenant, il y a plein d'outils qui te proposent la HRV, des mesures. Alors, qui vont des plus simples, un score qui va de 0 à 100 pour certaines montres, avec d'autres qui te donnent des millisecondes, d'autres des ratios, des datas poussées. Et en fait, j'en parle parce que dans mes premiers travaux de recherche, moi, quand j'étais encore chercheur en STAPS, je l'ai utilisé, la HRV. Et en fait, on voyait que tant que tu n'as pas un protocole avec au moins, généralement en recherche, ils demandent un ECG, allez, au minimum une ceinture cardiaque pendant 5 minutes ou vraiment un protocole rigoureux, en fait, ça ne veut rien dire tes datas HRV. Et du coup, maintenant, je vois plein de gens qui s'intéressent un peu à la HRV et qui veulent l'utiliser, mais avec des protocoles de mesure qui sont vraiment sous-optimaux. Et c'est dommage, en fait, je pense, ça va pas beaucoup t'aider. Donc, des fois, il vaut peut-être mieux juste te faire confiance. Ouais, je pense que c'est ça. Et on voit de tout. Je pense que toutes les marques veulent se mettre à la HRV et proposent. J'ai pas creusé le sujet, vraiment, mais ouais, si on se fie qu'à un chiffre, je suis pas persuadé que ça fasse tout, quand même. Et alors du coup, il sera une mini parenthèse dans l'épisode, mais tu as des marques, et le but, je ne les citerai pas ici, c'est pas le but de l'épisode, mais tu as des marques qui ont fait valider scientifiquement leur protocole à la montre et qui peuvent être utilisés en médecine. Donc tu as des marques qui ont fait cette démarche-là, et tu en as d'autres où des fois c'est juste sorti comme ça, et du coup tu sais pas trop, et donc ça fait sur le papier c'est un peu la même chose, sauf que tu n'as pas la même démarche derrière. Mais bon, c'était la petite parenthèse HRV de l'épisode. Je voulais te poser la question, je la pose à tout le monde. Comment est-ce que toi, tu as réussi? Est-ce que ça a été difficile? Et comment tu as équilibré la vie perso, pro et sportive? Parce que c'est quand même 3 dimensions qui occupent ta vie aujourd'hui. D'un point de vue professionnel, mon cas est assez simple, je pense, parce que, comme je disais, j'ai une profession libérale. C'est-à-dire que j'ai pas de patron, c'est moi qui décide mes horaires de travail. Et aujourd'hui, je travaille que 2 petites journées. Au début, je travaillais 4 jours et demi. Ensuite, je suis passé à 4, ensuite à 3. Voilà, je peux vraiment orienter mon travail de kiné comme je veux. Aujourd'hui, c'est pas mon activité principale. Mais si demain, j'ai envie d'augmenter, je peux le faire rapidement parce qu'on a beaucoup de travail. Bien sûr, après, la vie privée, c'est différent. Aujourd'hui, on a un bébé. On va en avoir un deuxième l'année prochaine. Je pense que ça changera encore plus la donne. Et j'ai cette chance de pouvoir orienter mon activité sportive aujourd'hui grâce à mes sponsors. Donc, je passe beaucoup de temps à la maison quand même avec ma compagne ou avec mon fils. Je passe du temps avec lui, avec eux deux. Mais ouais, forcément, il faut s'entraîner quand même. Donc, les week-ends, des fois, je voulais dire non à certains repas de famille où je ne suis pas toujours à l'heure. Et c'est de trouver faut trouver le juste milieu à tout ça. Faut avoir une compagne qui est compréhensive. Et puis faut faire des choix forcément à un moment donné. Mais en tout cas, pour moi aujourd'hui, je pense avoir trouvé le bon équilibre à tout ça. Même si c'est pas toujours simple des fois de dire non à certains trucs familial, mais voilà, je sais pourquoi je le fais et voilà, j'aime bien faire ma passion quand même à 100%. Un équilibre où tu es épanoui, on va dire, sur les 3 plans, et c'est peut-être ce que tu as trouvé aujourd'hui. Ouais, clairement, c'est ça. En termes d'alimentation, est-ce que tu suis un régime particulier? Est-ce que tu es du genre à tout chiffrer, calculer à peu près ce que tu manges, etc. Ou est-ce que c'est au feeling complet? Non, pas du tout. Ouais, non, j'ai pas du tout de restrictions. Je mange de tout. J'aime bien manger, comme je le disais. J'aime bien me faire à manger et du coup, non, je me suis aperçu cette année encore plus qu'il fallait pas trop. Quand on est vraiment sur une activité où on fait beaucoup de sport dans la semaine, il faut vraiment avoir les bons apports de protéines, de glucides, ces choses-là.
quand je dis bons apports, c'est simplement bien manger, enfin manger suffisamment en quantité. Mais non, je m'amuse pas à calculer les calories, les grammes de glucides avant. Pendant les courses, pendant mes entraînements, je fais surtout un petit test, des fois des calculs pour voir comment je réagis avec tant de glucides, des choses comme ça. Mais en tout cas, à la maison, on mange sainement et je suis un bon mangeur en général. Tu nous as dit depuis le début de l'épisode que ton métier de base, c'est kiné. Est-ce que dans ton entraînement, de manière générale, tu as intégré une prévention, routine, blessure, renfort, etc. Ou est-ce que c'est les cordonniers les plus mal chaussés et tu sautes cette étape? Ouais, avant, j'étais vraiment... j'ai jamais fait de renforcement, en fait. Depuis l'an passé, voilà, j'avais une fracture de fatigue au sacrum. C'est pas la première que j'ai eue à cet endroit-là. Du coup, j'avais décidé de voir un kiné, voilà, pas mes collègues, pas ma compagne, voir quelqu'un d'extérieur, formé en kiné du sport. Et du coup, on avait essayé de trouver un peu potentiellement une des causes qui pourrait expliquer cela. Donc, ce qui a ressorti, c'était que j'avais une chaîne postérieure, donc le dos, les ischios, tout ça qui était très fort et pas trop niveau abdos et tout. Donc, voilà, je fais un petit peu d'abdos de temps en temps, mais je fais pas une séance d'une demi-heure. Et en termes de prévention, le seul truc que je fais un petit peu, c'est que j'ai souvent des périostites. Cette année, j'en ai eu une bonne toute l'année quasiment. Ça n'a jamais parlé, mais en hard rock, je brillais pas trop quand même par moment. Et je l'ai même traîné encore après. Et ça a disparu magiquement 3 jours avant la diagonale des fous. Enfin, disparu. C'était pas non plus, ça me gênait pas trop non plus. Et du coup, je fais un peu de travail de prévention pour ça l'hiver parce que vu que je cours pas beaucoup, c'est un petit peu de travail au niveau du pied, mais voilà, c'est pareil, je me fais pas une séance d'1 heure ou même d'une demi-heure chaque jour. Donc. Est-ce que tu as l'impression que les compressifs des mollets, ça te réduit les périostites ou toi, tu n'as pas cette sensation? Si, clairement, de toute façon, les manchons que j'utilise toute l'année, je cours tout le temps avec. Je voyais vraiment la différence si je courais pas avec, et surtout sur une périostite en plus, donc j'étais bien content d'avoir un partenaire compression toute l'année, là, cette année, ouais. On m'avait posé la question il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui en parlait, et je n'avais pas trouvé de littérature avérée là-dessus. Mais par contre, il y a plein mal de personnes qui avaient des périostites et qui le mettaient en avant, donc ça m'a fait penser, et je me suis permis moi, de te poser... je sentais vraiment, parce qu'en plus, elle était vraiment en profondeur et superficielle, et du coup, le superficiel, déjà, forcément, le manchon est tout de suite dessus, et le but du manchon, c'est de maintenir le muscle, donc il y a un peu moins de ballottement, donc ça évitait... que ça travaille encore un peu plus la zone. Voilà. J'ai oublié de te poser une petite question tout à l'heure que je voulais te demander. Quand tu parles de sport croisé, du coup là tu en avais mentionné 3, la course à pied, le ski alpi et le vélo. Est-ce que tu fais de la muscu? Pas du tout. Pas du tout, t'aimes pas ça et tu passes pas sous une barre? Ouais, non, j'aime pas, ça me donne pas envie en tout cas, j'ai jamais fait. Et encore une fois, on a essayé de regarder un peu ce que faisait chacun. Et puis Jean-Louis, c'est marrant, il en faisait quand il était plus jeune, il avait essayé, il avait vu des progrès et il faisait du sport d'endurance à côté. Et plein de fois, il m'a dit, quand j'ai progressé énormément en muscu, mais quand je passais sur l'endurance, ça se répercutait pas du tout dessus. Donc non, tout le travail de force, on parle d'endurance de force, c'est pas la même chose. Et là, on le fait en vélo pour le coup et on fait rien en salle. Ouais. Dernière question de cette partie sur l'entraînement qui découle directement de ma formation plutôt scientifique. Quelle est la place de la science pour toi dans ton approche de l'entraînement? Est-ce que tu vas être intéressé par les nouveautés, les résultats scientifiques sur n'importe quel sujet, ou alors même est-ce que tu vas... Donc ça, c'est la version un peu brute, on va dire, de la science, les études ou de la vulgarisation d'études. Ou alors, est-ce que tu fais un suivi, par exemple, de tes datas un peu fin, ou est-ce que c'est pas quelque chose qui t'intéresse et tu veux pas l'intégrer? Si, ça m'intéresse. Après, je suis pas omnubilé par ça, par les chiffres, par les études. Parce que les études, je trouve qu'il y en a tellement, les études, que des fois, on peut leur faire dire ce qu'elles veulent, ou sur des sujets qui sont très travaillés, où on cherche beaucoup, je pense qu'il y a des études qui peuvent dire tout et leur contraire. Du coup, j'aime bien regarder ce qui se fait, ce qui se dit, mais je veux pas prendre tout ça pour argent comptant. J'aime bien me faire mon avis aussi. Et aujourd'hui, je suis arrivé à un stade en fait que j'ai l'impression de savoir ce qu'il faut faire pour moi en tout cas. Et du coup, je me fais énormément confiance sur ça. Sur mon ressenti, sur mon passé, sur mon expérience en fait finalement. Mais ouais, faut rester ouvert et puis regarder ce qui se fait au niveau alimentation, toutes ces choses-là, ça m'intéresse toujours de regarder. Ouais. Juste avant les vacances de décembre, on avait fait un épisode avec Olivier Bollier et Anaël Aubry, qui sont 2 chercheurs en sciences du sport, entraîneurs maintenant,
Donc, ils avaient un peu cette double casquette. On l'avait intitulé « Est-ce qu'on peut s'entraîner comme Kylian Jornet ou pas ?» et quelle est l'importance de la science pour opposer à un individu et la science dedans. Et c'était une des choses qu'on avait fait ressortir, c'est attention avec la littérature, parce que quand Anaël fait de la vulgarisation et moi aussi, quand on cherche de la littérature sur un sujet, il y a presque plus d'études qu'on écarte que d'études qu'on sélectionne. Et donc, des fois, on peut donner l'impression qu'on a juste choisi celle qui nous arrange. Mais c'est non, c'est parce qu'en fait, tu trouveras toujours une étude qui a montré ce qui t'intéresse, ce que tu veux entendre. On avait conclu. C'est ça. Et en fait, des fois, c'est super dur de dire celle-là, elle est intéressante. Donc, bon, quand tu as fait une thèse comme moi ou comme Anaël, c'est facile. Mais pour d'autres personnes, des fois, en fait, c'est super compliqué parce que c'est un vaste champ où, en fait, tu as tout. Donc, je comprends très bien ce que tu viens de dire. Petite pause. Si cette rencontre vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez mes articles de vulgarisation scientifique et mes tests matériels. Enfin, vous pouvez soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon. Les différents abonnements vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Les liens vers les offres sont dans la description. Allez, on retourne à cette rencontre. Aurélien, je te remercie pour toute cette partie sur comment tu t'entraînes. Je pense qu'on a une bonne vision de comment tu approches l'entraînement et il y a certainement plein de choses qui vont intéresser les auditeurs. Je te propose qu'on passe sur la partie où tu as tes préparations plus spécifiques sur la Hard Rock 100 et la Diagonale des Fous 2023. Mais avant, tu ne couperas pas et tu vas devoir te prêter au jeu du Tu préfères que tous les invités traversent. Est-ce que tu connais le jeu du préfères ? Ouais, je pense qu'on est le principe. Ouais, c'est très simple. Tu as deux choix absolument horribles et impossibles à choisir, mais... pas de bol, t'es obligé de choisir spontanément ce qui te vient en tête. On t'en a préparé, avec les personnes qui suivent les réseaux Courir Mieux, t'en a préparé 5, du plus facile au plus compliqué. Je te propose de répondre juste spontanément ce qui te vient en tête. Le premier, qu'est-ce que tu préfères ? Tu peux plus jamais faire de trail ou tu peux plus jamais faire de ski de rando ? Plus de ski de rando, de toute façon ça arrivera un jour, il n'y aura plus de neige. Ok. Plus de ski de rando à cause du réchauffement climatique, c'est noté. Tu peux en refaire une seule. Est-ce que tu préfères refaire la Diagonale des Fous, mais plus jamais la Hard Rock ? Ou refaire la Hard Rock, mais plus jamais la Diagonale des Fous? Je préfère refaire la Diagonale des Fous, plus la Hard Rock. Qu'est-ce que tu préfères? Retenter le record de dénivelé positif en portant ton fils sur le dos, ou tenter le record du GR20 en portant ton fils sur le dos? Le GR20 quand même, parce que c'est quand même une traversée. Phase aller-retour, ce serait quand même pas top. Ce serait moins rigolo. Ouais. Qu'est-ce que tu préfères? Courir la Maxi Race avec tes flasques et tes gels à la main, ou courir la Maxi Race mais avec ta chaussure droite et ta chaussure gauche inversée? Oh non, à la main. Hein. À la main? Ouais, compliqué. Ok, ça va quand même être assez compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais les chaussures, ça risque d'être chiant. Ouais. Et la dernière, qu'est-ce que tu préfères? Alors celle-là va être compliquée pour toi parce que je sais que tu ne cours pas avec de la musique. Tu as dit que tu courais sans rien. Il va falloir que tu te projettes. Qu'est-ce que tu préfères? Courir l'UTMB avec quelqu'un qui te suit et te parle tout le long, ou courir l'UTMB en écoutant le best-of de Patrick Sébastien? Ouais, non, Patrick Sébastien quand même, parce que je m'imagine, en ski rando, je pourrais presque avoir la musique des fois dans les montées. Ça me gênerait peut-être un peu moins, mais je n'ai pas envie d'essayer. Mais... Donc UTMB 2024, le prochain sponsor, c'est Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, ça marche, ce sera noté. Et ben, je te remercie de t'être prêté à ce petit jeu. Je te propose maintenant du coup qu'on passe sur la partie préparation à la Hard Rock et à la Diagonale des Fous. Alors, je ne vais pas te demander de récit de course, on va peut-être revenir sur des points clés de chacune de tes courses. Mais mon but là, c'est plus de comprendre comment tu t'es préparé et comment tu as réussi à performer sur ces courses-là. Est-ce que déjà tu pourrais nous dire, là, les grandes lignes de ces deux préparations? Alors je les regroupe parce que j'ai l'impression qu'il y a des points communs entre les deux, mais je me trompe peut-être, c'est toi qui vas nous le dire. Est-ce que tu peux nous rapporter les grandes lignes de tes préparations? Les gros points communs, clairement, c'est que c'est deux ultras avec beaucoup de dénivelé, donc il fallait faire à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, faire des gros volumes d'entraînement à des moments donnés. Donc ça, c'était vraiment le point commun où j'ai fait un gros volume plusieurs semaines en amont, forcément. Souvent, ça tombe à J-4, J-3 semaines, jusqu'à 2 semaines et demie même, des deux courses. Sachant que la Diagonale des Fous, il y avait une course quand même de préparation qui était avant, c'était Wistrubel en Suisse. C'était 1 mois et demi avant à peu près, ouais, un bon mois avant. Et après, les spécificités de chacune, c'était quand même forcément la Hard Rock, c'était le travail de l'altitude. C'était le gros point à bosser. Et pour la Réunion, je m'étais préparé vraiment au pire scénario, entre guillemets, d'un point de vue chaleur.
Et en fait, comme Assine, c'est arrivé parce qu'on a eu une édition qui était vraiment très, très, très chaude, une des plus chaudes qu'il y ait eu. Donc voilà, je m'étais préparé à ça et tout a bien fonctionné grâce à la prépa. Ce que tu soulèves là, c'est un aspect que je voulais aborder avec toi. En suivant un peu ta préparation, ou en tout cas ce que tu en laissais transparaître sur les réseaux, j'ai l'impression que dans les deux cas, Hard Rock et Diagonale des Fous, tu as mis l'accent sur l'acclimatation. Pour la Hard Rock, l'acclimatation à l'altitude, tu avais rapporté dormir dans une chambre en hypoxie, faire des séances de vélo en hypoxie, même des fois bosser sur le canapé dans la chambre. En préparation de la Diagonale des Fous, tu avais parlé de ton acclimatation au chaud, tu avais essayé de le faire, tu es allé sur place pour passer du temps à des moments chauds pour t'y acclimater. C'était une stratégie de préparation vraiment volontaire de ta part? Ouais, clairement, au mois de septembre, je suis allé en Corse aussi avec mon papa. Je voulais aller sur le GR20. Je suis passé une semaine et il faisait très chaud. Je suis allé courir vraiment sous la chaleur. Et puis l'autre spécificité de la Réunion, si je n'ai pas dit, c'est que c'est sans les bâtons. Donc depuis l'Hard Rock, en fait, j'ai pris une fois les bâtons à Wistrubel. C'est une compète, c'était autorisé, donc j'ai dit quand même, on va quand même les prendre. Mais sinon, on n'a plus de bâtons. Je suis allé en Corse, vraiment en pleine chaleur. Je m'habillais vraiment en noir pour que ça chauffe le plus. Même à la Réunion, encore 4-5 jours avant la course, je faisais ça. Et puis, le jour de la course, je suis arrivé tout en blanc, comme ça, c'était vraiment l'opposé, pour vraiment avoir le moins de chaleur sur son corps. Donc, ouais, non, c'était clairement voulu et, entre guillemets, calculé à chaque fois. Il me semblait bien que te voir arriver sur la Diagonale des Fous 2023 en full blanc, c'était pas juste un coup marketing, mais qu'il y avait quand même une réflexion derrière, qui n'était pas au hasard. Hein. Ouais, j'avais demandé à mon sponsor Compressport si possible de me faire une tenue blanche, donc ça tombait bien, c'est que ils vont le vendre cette tenue l'année prochaine, donc ça tombait vraiment bien, ils me l'ont préparé un petit peu en avance, donc c'était vraiment le bon moment pour sortir ça. Et si je dis pas de bêtises, dans le bob que tu portais, tu pouvais placer une petite éponge humide qui te rafraîchissait la tête, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai essayé ça en Corse, du coup, je suis parti là-bas avec mon bob et une petite éponge. Il y a une petite poche pour le bob, pour l'éponge, et du coup, c'était bien utile parce qu'à chaque fois qu'on croisait une petite rivière, je trempais, je m'essuyais les bras. C'est pareil, ça c'est connu qu'il faut vraiment s'essuyer les pores de la peau pour mieux respirer, pour mieux évacuer la transpiration. Donc je m'essuyais les bras, le visage, et ça c'est vraiment du bien. Et après je la mettais sous la tête, un petit peu mouillé, ça coulait un peu dans le cou, c'était bien agréable. Donc en tout cas, dans les deux cas, tu as eu cette acclimatation et je pense que c'est quelque chose qui t'a apparemment bien servi puisque c'est ce que tu avais rapporté dans un compte-rendu ou dans une discussion post-hard rock. Tu avais dit que tu avais réussi à très peu sentir les effets de l'altitude pendant la course. Tu n'avais pas trop été gêné? Ouais, clairement. Encore les 2 jours avant, quand j'allais courir, je me disais, ah ouais, on logeait à 2008. Dès que je partais courir dans la maison, on montait à 3000 et quelques. Donc, c'est pas la même que chez nous quand même. Et je sentais encore quand même pas mal les effets de l'altitude. Forcément, je sentais le souffle plus court. Je trouvais que les allures étaient un peu plus lentes, mais c'était logique. Hein. Mais le jour de la course, ça s'est vraiment super bien passé. Bon, j'étais vraiment sur pile le bon moment du pic de forme, je pense. C'est vraiment arrivé pile au bon moment. Et non, sur le jour de la course, j'y ai pas pensé, même quand on passait à 4003 quasiment. Ouais. C'est marrant ce que tu dis, le pic de forme est arrivé au bon moment. Des fois, t'as fait une période d'affûtage classique. Ouais, tu as fait une période d'affûtage avant la course. Et souvent, des fois, l'affûtage, ça joue à 2-3 jours. Il y a des athlètes qui disent, des fois, à 3 jours de la course, je me sens encore fatigué, ça va pas. Et d'un coup, tu as le repique et ça va mieux. Ça rejoint peut-être... Ouais, je me sentais pas fatigué, mais j'avais pas... à l'Hard Rock, en tout cas, j'avais pas spécialement le truc où je me disais, là, c'est sûr que je vais être en super forme. Mais voilà, il y avait ce côté quand même altitude qui changeait vraiment la donne. Alors qu'à La Réunion, par contre, là, je suis arrivé sur place les 7 derniers jours, je sentais que j'allais super bien, que je me sentais hyper bien, j'étais très très confiant. Ouais. Il y a quelque chose que tu as réalisé sur ces deux courses qui ont un point commun et qui vont en opposition avec ton pacer sur la Hard Rock, Ludo Pomeray, c'est que t'as pas fait de remontada sur ces courses-là, tu as fait 2 courses en tête. Sur les 2 courses, tu es parti en premier et tu as terminé premier et tu as été tout du long seul en tête. On t'a plusieurs fois posé la question. Moi, je voulais revenir sur ces points-là avec toi. Comment tu le vis dans ces moments-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis bien? Tu préfères être... Je t'ai entendu dire dans un podcast récemment que tu préférais être chassé que chasseur. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu vis dans ces moments-là en tête? Ouais, alors à la Hard Rock, je m'étais vraiment préparé parce que c'est une course quand même où il faut bien resituer la course. On n'est pas nombreux à pouvoir jouer la gagne parce qu'on n'est que 145 au départ. Il y a 5-6 élites en général. Et là, je savais, sur le papier, il y avait Benat Marmisol avec qui j'allais batailler.
Il y avait Dylan Bowman qui a fait 2e une année, mais là qui était beaucoup moins prêt. Il y avait Courtenay qui sortait de la Western. Donc bon, je m'attendais vraiment à un duel avec Bennett. Et je savais que Bennett ne partait pas forcément toujours très très vite. Et du coup, je me suis dit, bah, si tu es bien, fais ton truc. Et en fait, ça s'est fait tout seul, comme ça, naturellement. Et non, j'ai pas douté, je me sentais bien. C'est une position qui me va bien, comme je le disais, ouais, ça me gêne pas du tout. J'essaie de faire abstraction des écarts le plus longtemps possible, enfin, jusqu'à un certain moment de la course. Et à partir d'un moment où je demande les écarts, et là, voilà, je sais s'il faut que je rentre vraiment dans le fight à ce moment-là. Et voilà. Et la réunion, c'était. Alors, vu que je me sentais très, très bien avant la course, j'étais hyper confiant. J'avais fait un peu le point qui était là, les favoris. Donc là, il y avait beaucoup plus quand même de gros clients, même point de vue. Enfin, sur le nombre, en tout cas, il y avait François Le Retour, il y avait Germain, il y avait Le Corse, Jean-Philippe Tchoumi. Donc je savais qu'on allait batailler à plusieurs, mais je m'étais dit, bon, si par hasard je me retrouve devant parce que j'ai les mêmes sensations qu'à l'Hard Rock, je me sens super bien, bah, tu fais ton truc. Et en fait, c'est ce qui est arrivé, quoi. Tout de suite, je me suis retrouvé devant, puis voilà, je les voyais juste derrière, mais je voyais que ça faisait élastique et je me suis échappé tout seul. Mais j'ai pas douté du tout parce que j'ai vraiment de super sensations. Comme au lever du jour, 70e kilomètre, j'étais encore hyper frais, voilà, et donc j'ai fait ma course comme je souhaitais. Ouais. Donc en fait, si je résume ta réponse, tu vas passer un bon moment de ta course au début à te concentrer sur toi, tes sensations, comment tu avances, et à un moment, par exemple, quand tu rejoins Ludo pour la Hard Rock, et sur la diag, j'ai pas bien saisi le moment, mais c'est pas très grave, à un moment, tu vas te dire, là, je m'intéresse aux écarts, et s'il faut que j'appuierai à ce moment-là. C'est un peu ça l'idée. Ouais, alors appuyer, je sais pas, parce que si la hausse, quand j'ai su les écarts, c'était au kilomètre 70, donc on avait, je crois, environ 9 heures de course, je pense, au lever du jour. Et donc, ils m'ont dit, tu as 12 minutes. Un peu après, j'avais 15. Et après, j'ai eu un petit coup de moins bien. Donc, et là, ils sont revenus. Enfin, Jean-Philippe Tchoumi, notamment, est revenu sur moi. Il est revenu à 2 minutes, si j'ai pas de bêtises. Ouais, 2 fois. Et il était juste derrière moi, je le voyais. Là, il m'a fait douter à ce moment-là. Mais en fait, dans les montées, j'étais mieux que lui. Donc, j'accélérais. Et là, je suis vraiment rentré dans le fight. Mais ouais, c'est ça, clairement. Au début, je veux pas les écarts. Mon père, il m'a demandé pendant la nuit à la réunion, il me dit tu veux que je te dise les écarts? Je lui ai dit non, je veux pas savoir. Il m'a dit ah bon. Et du coup, j'ai pas demandé. Dans les deux cas, du coup, tu avais des proches qui te faisaient l'assistance, j'imagine? Ouais, cette année, mes parents sont venus à chaque fois. Ma compagne n'était pas là avec le bébé, donc ouais, c'était mes parents à chaque fois, puis avec un couple d'amis différents à chaque fois, mais ouais, toujours des proches. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as géré la récupération entre ces deux courses et le retour à l'effort? Tout à l'heure, tu as dit que tu avais coupé au moins 15 jours après la Hard Rock, et puis après, tu as fait quoi? Une remontée un peu et du travail spécifique sans bâton? La chance que j'avais, enfin la chance, c'était mon calendrier qui était fait comme ça, c'est que j'avais mes 2 gros ultras, il y avait 3 mois entre les deux. Pour moi, c'était assez simple à récupérer. Enfin, 3 mois, ça laisse largement le temps de récupérer, de se réentraîner. Donc, je suis parti 2 semaines, 2 semaines sans rien faire du tout, zéro planification, zéro entraînement. Après, je me suis remis tout doucement, une première semaine, tranquillement, en du vélo, de la course à pied. Et vu que l'objectif était encore loin, j'avais fixé un peu Wistrubel un peu comme course de reprise. Et en même temps, c'était un moyen de me qualifier pour l'UTMB l'année prochaine aussi. Donc voilà, l'été, on est parti en vacances en Italie. Et là, je m'entraînais, mais je faisais des petites sorties, pareil, même au mois d'août. Et finalement, c'est fin août où vraiment que j'ai vraiment, au retour de ces vacances-là, j'ai fait une longue traversée. Je suis parti de chez moi jusqu'à chez mes parents. J'ai fait 70 bornes, 10 heures, une traversée de 10 heures, quoi, en gros. Alors, c'était de l'entraînement, mais c'était quand même assez dynamique, on va dire. Voilà, j'ai essayé de pas trop traîner. Sans bâton, en effet, ouais. J'ai vraiment rangé les bâtons au placard. Et ensuite, je suis allé à l'UTMB, une semaine un peu pour les sponsors, tout ça. Et après, je suis parti en Corse. Là, vraiment une grosse semaine. J'ai vraiment fait une grosse semaine que de course à pied. Je crois que j'ai dû... je sais pas, c'est la première fois, mais j'ai fait presque 200 km de course à pied, que du chemin technique, soit chaleur. Je suis rentré et là, j'ai fait une semaine de récup, entre guillemets. Puis il y avait Wistrubel tout de suite qui arrivait derrière. Donc, bon, j'étais pas très prêt forcément, mais voilà, ça s'est bien passé. C'est bien passé puisque tu gagnes. Voilà, j'ai gagné. J'ai récupéré derrière. Et après, je suis reparti sur les dernières grosses semaines de charge pour la Diagonale des Fous. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles étaient tes stratégies alimentaires sur ces courses-là? Tu avais prévu un grammage particulier, sucré-salé? Enfin, comment tu organisais ça? Alors, en fait, le seul truc que je calcule, ouais, le grammage de glucides que je vais avoir sur moi. Après, je vais pas me dire il faut forcément que je les mange. C'est-à-dire que je vais vraiment faire en fonction de l'envie pendant la course, pendant le moment.
parce que si je sens que j'ai vraiment pas envie de manger, je veux pas me forcer de trop. Après, voilà, aujourd'hui, j'arrive à quand même manger régulièrement. J'ai pas de soucis de dégoût à plus arriver à me nourrir. Donc, pendant la réunion, à un moment, je sentais un peu à coup de moins bien. Je disais, bon, et là, faut manger. T'as pas mangé depuis un certain temps. J'avais pas trop envie, mais c'était pas grave. À ce moment-là, ça allait quand même. Donc, j'ouvrais ma compote et hop, je la mangeais. C'était fait. Donc, l'idée, c'est d'avoir sur moi toujours suffisamment. Ça, c'est clair. Hein. Je préfère reporter 2 compotes de trop que de me retrouver à sec. Et après, ma stratégie, c'est que j'ai toujours une flasque de boisson, une autre avec... avant, j'avais une flasque d'eau et maintenant, je mets des électrolytes. Du coup, j'ai jamais d'eau. Je bois jamais d'eau pure, en fait. Et puis après, voilà, tous mes produits, que ce soit des gels ou des compotes, beaucoup, sur les courses. Et puis, quand j'arrive sur les ravitaux, il y a mes parents. Au bout de certaines heures, je prépare un petit peu de riz. Alors, à la réunion, j'en ai pas mangé du tout, je crois. Non, je n'ai pas mangé, je crois pas. Ouais, j'ai un doute, mais à la Hard Rock, j'ai mangé un peu de riz. Après, beaucoup de salé. J'alterne beaucoup avec soit de la soupe, bouillon ou de la soupe, en effet, et un petit peu de jambon, des fois, mais c'est juste pour le côté salé, pour changer le niveau de la bouche. Mais encore une fois, je me dis pas, quand j'arrive sur le ravitaillement, il faut que je mange ça. Ça va être quand même plus ou moins à l'envie. Mais j'ai la chance aujourd'hui, quand même, de pouvoir arriver à m'alimenter dans tous les cas. Donc voilà, je sais que je vais pas non plus être en manque de ce point de vue-là. Sur tes courses au niveau alimentation, est-ce que tu intègres de la caféine à un moment si la course dure, ou par exemple la nuit sur la Hard Rock, tu as terminé tout de nuit, est-ce que tu as intégré un peu de caféine pour t'aider à rester réveillé et lucide, ou pas spécialement? Non, pas spécialement. Alors j'ai déjà fait des tests, j'ai essayé de goûter des gels avec de la caféine. À l'UTMB en 2021, ouais, j'avais bu un café à Champais, je m'en souviens, mais c'était pas du tout prévu. C'était ma compagne m'a dit, tu veux du café? Je dis ouais, allez. Mais non, j'ai jamais trop creusé le truc, jamais essayé plus que ça. Ça m'a jamais gêné, en tout cas, les fois où je l'ai fait. Même à l'entraînement, des fois, j'ai essayé, mais j'ai pas creusé plus que ça le sujet. Ouais. Il y a une chose que j'avais vue sur laquelle je voulais revenir. Quand tu préparais ta Hard Rock 100, tu avais partagé que tu avais réalisé ce qu'on appelle, entre guillemets, la séance télésiège, où tu avais fait une grosse séance, donc un espèce de week-end shock, et tu avais fait une grosse séance de dénivelé négatif à peu près 3 semaines du départ sur la Hard Rock. Si je me souviens bien, tu avais fait quelque chose comme 70%, 80% du dénivelé de la Hard Rock sur une séance. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais souvent? Est-ce que c'est quelque chose dont tu avais besoin là de suite à ce moment-là? Parce que dans la saison, comme tu disais tout à l'heure, c'était un besoin aigu. Bref, c'est quelque chose que tu utilises souvent ou pas spécialement? En fait, en général, je fais vraiment des gros blocs de volume avec du dénivelé pour préparer les formats longs, forcément. Et là, j'avais cette opportunité sur la station avec laquelle je suis partenaire à la Sambuy. Il y a un télésiège, c'est là où je skiais tout l'hiver. Il y a 700 mètres de descente, de montée. Donc je me suis dit, ça peut être une bonne idée de faire ça. Et en effet, je l'ai intégré vraiment dans un week-end choc. La veille, je crois que j'avais fait un tour de 6-7 heures de vélo. Et du coup, le lendemain, d'un point de vue, en termes d'heures de travail, c'était pas énorme parce que en fait, je comptais pas le temps de monter sur le télésiège. Je montais, ça durait plus de 20 minutes. C'était le week-end du marathon de Mont-Blanc parce que je suivais la course du coup sur le télésiège. Et ouais, j'ai fait, je sais plus combien j'en ai fait, 6, 7, je crois, 6. Et le dernier coup, je suis monté un peu plus haut même. Et j'ai fait 5005 de dénivelé négatif. Voilà, la sortie totale m'avait pris moins de 4 heures. Et le lendemain, je suis allé recourir. J'ai couru un petit peu moins de 5 heures avec un peu moins de 3000 mètres dénivelé. Encore dans de la pente raide, de la montagne. Et là, le lendemain, je sentais vraiment les cuisses. Là, j'ai dit, là, je suis bien fatigué, c'est bon. Et j'étais même à 2 semaines et demie de la Hard Rock. Donc là, après, j'ai vraiment coupé. J'ai coupé, je commence à partir aux États-Unis pour bien assimiler tout ça. Mais tu disais dans un podcast que j'écoutais de toi en venant aujourd'hui, tu disais que tu n'avais vraiment pas senti tes jambes fatiguées sur la Hard Rock, donc peut-être que c'est aussi ça qui t'a permis d'avoir une bonne endurance musculaire. Ouais, clairement. C'est peut-être une de mes spécificités, puis c'est peut-être pour ça aussi que je suis bon sur ce format-là. C'est que j'ai pas mal aux jambes si je suis très très bien préparé, même à l'UTMB 2021, pendant la course, j'avais pas eu énormément mal aux cuisses à la fin, derrière la descente. Et là, la Hard Rock, j'ai jamais eu mal aux cuisses. Et en fait, même après la course, j'ai pas eu de grosses courbatures. Et du coup, la réunion, je voulais voir
j'ai pas fait cette séance-là, mais c'était en fin de saison. J'étais quand même encore plus prêt, je pense, musculairement. Et pareil, la réunion, j'ai jamais eu de douleur au niveau des cuisses, ni pendant et ni après la course. J'ai pas eu de grosses courbatures. Donc, c'était assez spécial parce que j'ai fait des formats plus courts et où j'ai eu très très mal des fois. Et là, les courses les plus longues que j'ai faites, j'ai pas eu plus mal que ça aux cuisses. Ouais, j'ai l'impression que tu as quand même deux choses qui sont un peu importantes. C'est à quel point tu vas descendre vite, à quel point tu vas descendre beaucoup. Et des fois, en fait, tu peux faire 1000 mètres, mais finir flingué des cuisses. Je pense... Ouais, c'est ça. C'est soit tu descends vite, pas longtemps, entre guillemets, ou pas vite, mais très longtemps, et ça peut faire autant de dommages l'un ou l'autre. Ouais. La dernière question que je vais te poser dans cette partie-là, c'est est-ce que tu intègres un travail spécifique au bâton par moment, par exemple des montées en marchant vite où tu vas vraiment essayer de pousser fort sur les bâtons, ou est-ce qu'en fait ton entraînement avec les bâtons il est naturel parce que tu fais du ski, de rando et du trail avec? Ouais, non, c'est plutôt la deuxième réponse, je fais ça tout l'hiver. L'été, je m'entraîne en règle générale, hormis le fait de se préparer pour la réunion, mais je m'entraîne tout le temps avec, donc en fait, c'est naturel. Et après, comme je disais, je fais du travail de fractionné même avec, donc dans les pentes très raides. Je peux faire une montée un peu plus vite, mais je fais pas un travail spécifique en me disant utilise tes bâtons comme ça. Je sais m'en servir, en fait, et c'est assez naturel pour moi de m'en servir, donc il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Ouais. Eh ben, Aurélien, je te remercie énormément pour toutes ces réponses. On arrive déjà à la fin de cet épisode, en tout cas de la première partie. On va avoir un petit bout d'échange, toi et moi, qui est réservé aux abonnés Patreon de Courir Mieux. Mais le gros de notre discussion prend fin ici pour les personnes qui nous écoutent en podcast et en vidéo sur YouTube. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont tes objectifs à court et moyen terme? J'ai cru comprendre qu'il y avait un UTMB 2024 qui se profilait et un record de GR20 qui te tentait. Est-ce que c'est ça les deux grandes lignes ou est-ce que ça a changé? Non, pour parler de 2024, oui, clairement, ce sera l'UTMB vu qu'on attend un deuxième enfant avec ma compagne. Donc l'idée, c'est de rester plutôt dans le coin cet été, pour l'arrivée de ce deuxième enfant. Je vais faire des courses plutôt locales, je pense, notamment peut-être le 90 du Mont Blanc, peut-être la Maxi Race, et ça sera le gros focus UTMB. Et pour le GR20, ouais, c'est une idée que j'ai, ça, clairement, pas pour cette année en tout cas, peut-être 2025, c'est à peaufiner avec les sponsors, avec mon plan aussi 2025. Mais ouais, c'est une idée que j'ai aussi pour le futur. Est-ce que tu as un objectif à long terme qui te fait rêver aujourd'hui, sachant que UTMB, tu as déjà fait une super place, certainement peut-être la gagner, mais Diag, c'est fait, Hard Rock, c'est fait. Est-ce qu'il y a un objectif qui te fait vraiment rêver à long terme? Ça serait pas du long terme, mais ce serait le GR20, parce que c'est quelque chose que je prépare depuis plusieurs années, qui me donne vraiment envie. J'ai passé toutes mes vacances là-bas. J'ai eu la chance avec mes parents quand j'étais petit. Je suis allé, je crois, 18 fois sur l'île avec l'année passée. Donc, ouais, c'est ça qui me fait rêver en projet off, sans un dossard, mais avec le côté chrono qui m'attire toujours. Dans la petite partie bonus qu'on va avoir juste après, la réservée aux abonnés, je vais te demander plein de conseils pratiques. Ici, si tu devais donner un conseil, un take-home message, un message que tu veux que les auditeurs retiennent de ta vision de l'entraînement, qu'est-ce que ce serait? De l'entraînement, faut faire ça par plaisir, je pense. Comme je disais, ce matin, je suis allé faire 4 heures de ski le lendemain d'une course parce que j'aime ça, en fait, tout simplement. Et si demain, j'ai envie d'aller faire un fractionné, je vais le faire pour l'entraînement, mais aussi par le plaisir. Et je pense que si on a la passion, le plaisir qui nous guide, c'est quand même beaucoup plus simple d'aller s'entraîner. Et puis, les résultats viendront forcément derrière. J'aime énormément ce message que tu viens de dire. Récemment, je discutais avec un athlète qui m'avait dit... Une fois la course passée, c'est bon, je peux relâcher, je ne m'entraîne plus. Je verrai quand j'aurai une autre course dans le viseur. Et moi, je me disais, si tu fais ça, c'est que en fait, t'aimes peut-être pas t'entraîner, alors que moi, je sais que j'avais terminé mes Templiers et j'avais envie de repartir m'entraîner rapidement parce que j'aime ça et c'est un beau message, je trouve, de dire faites-vous plaisir. Dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre si on veut savoir où en est Aurélien Dunant-Palace dans sa... Classiquement sur réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, et puis sur Strava où je partage tous mes entraînements. Je ne rentre pas dans le détail forcément, mais en tout cas tout ce que je fais est sur Strava. Je mettrai les deux liens dans la description de l'épisode. Aurélien, merci énormément pour ton temps que je t'ai pris. Nous, on va avoir un petit bout d'échange là en plus, mais déjà merci beaucoup pour cette grosse partie où on a abordé plein de choses et tu nous as dévoilé les secrets de ton entraînement. Merci beaucoup pour ça. De rien, avec plaisir.
Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que son contenu vous a plu et vous a permis de comprendre comment Aurélien approche l'entraînement et les compétitions. À mes yeux, Aurélien est un grand athlète et ses paroles m'ont beaucoup apporté. J'espère qu'il en a été de même pour vous. N'hésitez pas à rejoindre Aurélien sur ses différents réseaux, je suis sûr qu'il nous réserve de belles surprises pour 2024. Les liens sont dans la description. À très bientôt pour un nouvel épisode.